Matin, vous le savez, nous retrouvons et toujours avec grand plaisir Raphaël Jérusalemi, analyste de défense sur I24 News, qui nous apporte son regard très éclairé sur la situation en Israël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et bonne année à vous. Première chronique, interview de l'année 2025. Alors, on va évidemment commencer peut-être par ce qui va animer, en tout cas, les prochaines discussions au sein des cabinets politiques en Israël. Ce sont ces négociations pour la libération des otages. On sait que le chef du Mossad est attendu aujourd'hui au Qatar. Des négociations qui seraient rentrées, Raphaël, dans leur phase finale. C'est ce qu'on dit. Est-ce que vous y croyez ? Non, pas vraiment. Je pense qu'il y a un problème, par exemple, avec la liste ou la soi-disant liste qui aurait été fournie par le Hamas des otages qui seraient prêts à libérer dans une première phase. Cette liste n'indique pas parmi ces otages lesquels sont vivants et lesquels ne le sont pas. Il est donc difficile de négocier sur base d'un vague aussi important sur qui est vivant et qui ne l'est pas. C'est inquiétant dans la mesure où si on compare ces négociations à une partie de poker, le fait que le Hamas ne veuille pas abattre les cartes prouverait qu'il aurait un mauvais jeu et qu'il y aurait pas mal d'otages qui ne seraient plus en vie, à commencer par les bébés de la famille Bass. Donc vous pouvez imaginer quelle sera la réaction du peuple israélien et de l'armée israélienne si on apprend qu'ils sont décédés en captivité. Vous pouvez imaginer la sévérité des représailles auxquelles cela donnera lieu. Le Hamas avait annoncé déjà la mort de la famille, en tout cas des enfants Bibas, il me semble. Oui, mais comme il n'a pas donné de preuves, on ne peut pas le savoir. Il en va de même pour la fameuse liste de 34 noms qui ont été soumises donc par le Hamas. On ne peut pas savoir si le Hamas détient véritablement ces personnes, si ces personnes sont mortes ou vivantes et dans quel état physique et mental elles se trouvent. Il n'y a aucune preuve de leur vie et du fait qu'elles soient aux mains du Hamas. Et donc il y a de toute façon une faction terroriste à laquelle on ne peut pas faire confiance, à laquelle on ne peut pas se fier, ce qui, à mon avis, doit diriger le gouvernement israélien vers deux solutions. La première, c'est de ne pas céder jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Le Hamas est en train, malgré tout, de faiblir, de s'assouplir, car il redoute, sans savoir encore de quoi il s'agira, mais la réaction de Donald Trump si les otages ne sont pas libérés lorsqu'il arrivera à la Maison-Blanche. Et donc, je pense qu'il ne faut pas accepter de deal avec le Hamas tant que Donald Trump n'est pas à la Maison-Blanche. Dans l'espoir, bien sûr, qu'il aura une main de fer par rapport au Hamas. Une main de fer, c'est-à-dire, quelle pourrait être la réaction de Donald Trump ? Je pense qu'il pourrait donner un feu vert encore plus grand à Tzal pour aller chercher et éliminer les dirigeants du Hamas, avoir des pressions beaucoup plus importantes sur le plan financier, bloquer tout ce qui est revenu du Hamas, autoriser évidemment des législations en Israël beaucoup plus sévères par rapport aux terroristes que nous détenons. Il y a beaucoup de mesures. Malheureusement, je ne vois pas Donald Trump intervenir militairement avec l'armée américaine, mais dans tous les cas de figure, il faut attendre qu'il soit lui au pouvoir. L'administration Biden a fait ce qu'elle a pu, et le Hamas aimerait bien conclure avant l'arrivée de Donald Trump. Et donc, si le Hamas, c'est ce que le Hamas veut, c'est ce que nous ne voulons pas. Le second problème, il est très important, c'est faut-il véritablement accepter une libération partielle des otages, car elle se fera aux dépens des otages qui ne seront pas libérés, sans aucune garantie qu'il y aura une phase suivante à la phase proposée. Et donc, ne faut-il pas plutôt insister sur une solution globale de libération de tous les otages d'un seul coup et qu'on en finisse, quitte à payer le prix fort, c'est-à-dire cesser le feu, cesser des combats, retrait des troupes de Tzal hors de la bande de Gaza, libération de beaucoup de terroristes, quitte à revenir plus tard à la charge. Et quand je dis revenir à la charge, c'est pas le lendemain, mais dès qu'on a notre dernier otage de libérer, tout est ouvert pour aller frapper. On n'a aucun besoin de tenir parole et de tenir les engagements d'un accord avec une faction terroriste.
Nous n'avons moralement aucune obligation et donc il faudra être aussi patient. Je pense que si jamais on pouvait libérer les otages, eh bien on attend quelques mois, 1 an, 2 ans, et après on va éliminer un par un, comme nous en sont capables les membres importants du Hamas. Mais une fois que les otages sont libérés, la responsabilité et la priorité absolue aujourd'hui du gouvernement israélien, c'est la libération des otages, c'est leur responsabilité, ça l'a toujours été, au point que je considère aujourd'hui que certains ministres et certains membres du Parlement israélien devraient se rendre aux mains du Hamas à la place des Lesquels? otages. Ce sont eux qui devraient. On sait très bien lesquels, il n'y a pas besoin de les citer. Ils se sont montrés intransigeants durant les négociations. Ils ont empêché le Premier ministre à plusieurs reprises d'accepter certaines revendications du Hamas. Eh bien qu'ils aillent, eux, se mettre dans les mains du Hamas et qu'ils s'échangent avec les otages dont ils ont de toute façon, en tant que gouvernement, la responsabilité physique et morale de sauver et d'épargner. Franchement, ça serait un grand avantage pour Israël. Et ça serait aussi un avantage pour le Hamas de tenir en fin de compte des personnalités. Bien sûr, je rigole, c'est cynique, mais pas vraiment. Car il y a eu ici un échec qu'il faut assumer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Israël doit payer le prix fort. C'est la priorité absolue, c'est libérer les otages. Eva, une réaction par rapport à ce que vient de dire Raphaël? Oui, et peut-être aussi, Raphaël, surtout votre réaction par rapport à ce qu'on a appris, ce qui s'est passé au Brésil. Il y a un soldat israélien, un jeune homme, qui est aussi un survivant du festival Nova, qui a échappé à des poursuites pour crimes de guerre. Alors, on a du mal à lire cet événement. Denis Charbit nous disait tout à l'heure sur l'antenne que ça vient du fait qu'il y a des soldats qui se sont filmés sur le terrain, qui ont posté leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Votre réaction par rapport à ça, Raphaël Jérusalemi? Je pense que le jour où un soldat israélien sera véritablement arrêté pour crime de guerre dans un pays antisémite, car on parle ici de gouvernement antisémite, pour ne pas les nommer, Brésil, Belgique, Irlande, etc., Espagne, il y aura un véritable problème juridique pour ceux qui arrêteront ce soldat. Il faudra véritablement qu'ils prouvent, parce que crime de guerre, je vous donne un exemple à l'envers, nous avons des terroristes du Hamas entre nos mains, mais sur le plan juridique, nous ne pouvons pas prouver quelles ont été leurs victimes. Il faudra avoir une photo d'un terroriste du Hamas en train de tirer sur quelqu'un pour l'accuser de meurtre. De même pour un soldat israélien. Le fait qu'il était sur le terrain à Gaza, c'est une chose, mais maintenant il faut véritablement mettre un nom à une victime qu'il aurait tué. Il faudrait donc pas seulement une photo du soldat, mais une photo du soldat avec la photo de la personne sur qui il a tiré, une personne qui soit un civil innocent, bien sûr, sinon c'est pas un crime de guerre. Donc ça tient pas du tout la route. Mais plus largement, est-ce que les soldats, en tout cas certains soldats, ont tort de se prendre en photo et de se filmer sur le terrain? Et pourquoi l'armée israélienne, d'ailleurs, n'interdit pas tout simplement ces prises de photos et ces vidéos quand il y a des combats, quand les soldats sont déployés, en tout cas, dans des zones de combat? Alors, elles sont interdites pour des raisons sécuritaires, évidemment, de ne pas dévoiler où se trouve l'unité de ce soldat, de ne pas dévoiler les parages, les alentours ou d'autres soldats qui seraient sur la photo. Donc en général, c'est interdit et les soldats israéliens ne sont pas supposés avoir leur téléphone avec eux, sauf lorsqu'ils sont en permission pour appeler la famille. Donc c'est effectivement interdit, justement pour ces raisons de sécurité. J'ajouterais qu'il y a un problème juridique dans l'autre sens, c'est qu'aujourd'hui en Israël, certains membres du gouvernement voudraient pousser une réforme judiciaire qui justifierait justement, et c'est déjà le cas à cause de cette réforme judiciaire, qui justifie le fait que des nations étrangères prennent sur elles de juger des citoyens israéliens en prétendant qu'en Israël, il n'y a pas un système judiciaire adéquat pour juger les crimes de guerre. Ce qui est faux, bien sûr, car il y a dans Tzahal des cours martiales et dans la justice israélienne, inclus jusqu'à la Cour suprême, tout un système qui permet, et je peux vous assurer qu'il y a des mouvements d'extrême-gauche israéliens qui ne s'en privent pas, qui permet donc de juger, le cas échéant,
des personnes soupçonnées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Donc le système existe en Israël. On n'a pas besoin des Brésiliens, merci beaucoup, dont on connaît effectivement la probité impeccable et le système juridique complètement corrompu. Véritablement, on parle de pays qui, c'est vraiment la poutre dans l'œil par rapport à la paille. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour ces prises de position, Raphaël. Merci d'être avec nous comme chaque lundi matin. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et encore une très bonne année à vous. À la semaine prochaine.